l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. En 16 ans, comment le digital a-t-il révolutionné la manière dont les Français s'informent, achètent et interagissent autour du vin et des spiritueux ? Quelles évolutions observe-t-on dans l'usage des réseaux sociaux, la relation des Français aux créateurs de contenu ou encore l'essor du e-commerce ? Mais aussi, comment l'accès généralisé à l'intelligence artificielle s'inscrit-il dans les manières de s'informer des Français concernant les vins et spiritueux ? Pour ce dernier épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2026, une plongée au cœur de ces nouvelles dynamiques digitales avec Sylvain Dadé. Sylvain, peut-être qu'on peut déjà commencer par l'achat en ligne. Une des grandes informations du baromètre de cette année est l'évolution du taux d'achat en ligne des Français. Oui, absolument. Donnée très intéressante cette année, l'achat en ligne, puisqu'on a 39% des acheteurs de vin qui déclarent avoir acheté en ligne au moins une fois dans l'année, en 2026. Et ça, donc, ça progresse de 5 points. Et c'est assez intéressant parce qu'on avait vraiment, avec l'époque Covid, post-Covid, progressé vraiment très largement après un effet plateau, où on était du coup monté jusqu'à 46% en 2021 au niveau de l'achat en ligne, et puis ça a ensuite régressé de façon assez nette jusqu'à 33% en 2024. On avait repris un petit bit plus 1 point à 34% en 2025, et là c'est 5 points gagnés à 39%, donc on n'est pas loin en fait de retrouver du coup les pourcentages qu'on avait du coup dans cette période post-Covid où l'achat en ligne bien sûr avait été assez nettement favorisé. Donc ça c'est un point assez intéressant. Et à mettre en perspective du coup sur la part des acheteurs en ligne de spiritueux qui eux du coup se placent à 42%. Donc on a un petit peu plus d'acheteurs en ligne de spiritueux à 42%. Et on a là aussi une dynamique assez favorable puisqu'on gagne 3 points sur les spiritueux. Et quel est le panier moyen d'achat en ligne de vins et spiritueux des Français cette année ? Alors le panier moyen en ligne sur le vin se situe désormais en priorité, enfin en tout cas c'est le chiffre le plus important, à 31% sur la fourchette entre 51 et 70 euros. Ce qui semble évidemment traduire une certaine confiance justement dans cet acte d'achat dématérialisé. Et ça passe du coup devant la part 31,50 euros de panier moyen, qui a assez nettement baissé cette année, qui perd 8 points et qui a 29%. Donc c'est la première fois que cette tranche de prix, 51 à 70 euros, passe du coup devant les autres. Et on a un panier moyen à plus de 71 euros, qui lui a 21% cette année, qui progresse de plus 1 point. Donc ça traduit quand même globalement, probablement une forme de confiance, mais aussi de relative premiumisation des commandes. Et sur quel type de site internet les Français achètent-ils leur vin ? Alors les circuits d'achat de vin en ligne se diversifient. En fait, les chiffres ont tendance en fait à les mettre un petit peu dans un mouchoir de poche, les premières sources, puisque c'est le site de cavistes, les sites de cavistes qui se positionnent aujourd'hui en première source d'achat à 33%, juste devant la grande distribution à 32%, et les sites de producteurs en vente directe à 31%. Donc c'est, quand je dis mouchoir de poche, 33 sites de cavistes, 32 grandes distributions, 31 sites de producteurs. En revanche, il y a une dynamique qui est au profit des sites de cavistes qui gagnent 3 points cette année. Et la grande distribution, elle, est à 32%, moins 1 point. Donc les sites de cavistes passent devant, en fait, les sites de la grande distribution. Et les sites de vente de vin en direct producteur, eux, gagnent 4 points, donc à 31% cette année. Et concernant les spiritueux ? Alors pour les spiritueux, c'est les sites de producteurs, en direct producteur, qui dominent à 32%, devant la grande distribution à 28%, et qui gagnent 5 points cette année, donc comme une belle progression. Et les cavistes, là aussi, qui à 27%, plus 8 points, prennent du coup une bonne position dans le classement devant les pure players e-commerce
qui sont eux à 27% plus 6 points. Mais on voit que du coup, dans les spiritueux, en lien à la part d'acheteurs qui progressent, on a globalement en fait des channels, des canaux d'achat qui sont dans une bonne dynamique et qui progressent cette année. Dans le baromètre, ça fait plusieurs années qu'une attention particulière est portée à l'influence. Qu'est-ce que vous avez découvert cette année ? Oui, on aura l'occasion de reparler en fait des comportements des internautes, des socionautes dans leur usage des réseaux sociaux. Une partie de l'usage, bien sûr, c'est de suivre, en fait, de s'engager à suivre des influenceurs et des créateurs de contenu parce qu'en fait, ils ont une ligne éditoriale qui nous parle et qu'on a envie en fait d'être un peu dans leur quotidien et profiter en fait de ce qu'ils ont à nous raconter ou à nous recommander. Et on interroge du coup effectivement historiquement la manière dont les gens qui les suivent se positionnent par rapport aux conseils qu'ils prodiguent. Et en gros, est-ce qu'ils les suivent pour les suivre ou est-ce que véritablement ils sont susceptibles d'avoir de l'influence ? Et cette année, ce qu'on relève, c'est que, et ça c'est globalement sur l'ensemble des sujets, pas uniquement le sujet des boissons alcoolisées, on a 47% du coup des Français qui suivent des influenceurs, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui déclarent accorder de l'importance aux conseils que donnent du coup ces influenceurs. Et ça, c'est un chiffre qui progresse de plus 8 points. Et si on retraite du coup le chiffre, c'est 9% très haute importance, 38% beaucoup d'importance. Donc c'est quand même, voilà, c'est un engagement a priori assez sincère. On a 22% de neutres, 19% un peu, et vraiment 12% aucune. Voilà. Donc on se demande pourquoi ils les suivent. Donc intéressant en tout cas de voir cette dynamique sur finalement l'impact de l'influence et des influenceurs et des créateurs de contenu et de ces leaders d'opinion sur les réseaux sociaux dans la considération globalement que peuvent avoir les gens qui les suivent. Est-ce que vous connaissez la part des Français qui ont déjà acheté une bouteille de vin ou de spiritueux suite à la recommandation d'un créateur de contenu cette année ? Oui, c'est une question rituelle. On leur pose la question. Alors là, c'est du coup en lien plus spécifiquement du coup au sujet du vin. On leur demande si s'ils ont déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux qu'ils suivent. Et on a en 2026 20% des personnes qui déclarent avoir déjà acheté du coup un vin recommandé sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui progresse de 2 points, là où ça avait un petit peu régressé ces dernières années. Donc plutôt en fait une capacité à finalement avoir de l'impact en termes de recommandations qui progresse. C'est un chiffre, 20% c'est 1 sur 5, qui est déjà relativement élevé dans l'action-réaction finalement. Et sur quelle plateforme sociale les Français préfèrent-ils s'informer ? Alors les plateformes qui dominent du point de vue des réseaux sociaux encore notre classement cette année, c'est YouTube, qui est vraiment assez largement devant les autres à 83% d'utilisateurs. Finalement, très largement, c'est peut-être un peu exagéré parce que Facebook est quand même pas si loin que ça à 80% d'utilisateurs. Et ensuite, on a Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn et puis X. Mais ce qui est intéressant, du coup, puisqu'on leur propose de répondre à la question à quelle fréquence consultez-vous les réseaux sociaux sur lesquels on demande de se prononcer, c'est plutôt de retraiter encore la dimension de la fréquence. Et là, ce qui est quand même assez éloquent, c'est de regarder en fait la capacité de ces plateformes à générer en fait de l'engagement vraiment régulier. Et c'est Facebook, en carrefour d'audience, c'est important, qui continue de truster en fait, parce qu'elle couche aussi un assez large public, avec un taux de pénétration élevé, puisqu'on a 47% du coup des Français qui déclarent utiliser Facebook quotidiennement. Je dis bien quotidiennement, 47%, c'est 1 sur 2, c'est beaucoup. La deuxième plateforme, c'est Instagram. On a 39% du coup des socionautes qui sont quotidiennement sur Instagram. C'est un chiffre qui est stable. Ensuite, on retrouve YouTube à 34%. Donc plus grosse pénétration, mais un taux d'utilisateurs régulier qui est un tout petit peu plus limité. 34% quotidien.
faut quand même relever qu'on a 27% du coup sur YouTube qui disent s'y rendre une à plusieurs fois par semaine. Donc c'est quand même une plateforme qui engage, mais un peu moins que Facebook au total. Et ensuite, en termes de pénétration, on a Snapchat et TikTok qui sont en fait à ISO du point de vue des utilisateurs quotidiens, avec 25% d'utilisateurs quotidiens. Et après, beaucoup plus loin, on a X à 13% de quotidien et LinkedIn avec 8% de quotidien. Et au-delà de du coup ce volume d'utilisateurs quotidiens, on parlait bien sûr de ce sujet dans les motivations des comptes d'influenceurs. Et ce qui est intéressant du coup dans l'analyse, quand on leur demande en fait est-ce que vous avez déjà consulté au cours des derniers mois des comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, et bien que c'est TikTok en l'occurrence en termes de plateforme qui arrive de nouveau cette année en première place, donc comme plateforme du coup qui engrange le plus d'utilisateurs qui sont là en fait pour suivre des influenceurs. Devant Instagram à 64% qui continue de progresser de plus de 2 points. Et ensuite, en troisième position, c'est YouTube à 53%, assez loin devant Facebook à 43%. Donc intéressant, encore une fois, au-delà de la proportion des gens à utiliser fréquemment en fait ces plateformes sociales, de voir les motifs qui président au fait d'être sur ces réseaux, que ce sujet de suivre les influenceurs, les créateurs de contenu, ça fait un petit peu revoir en fait le classement en plaçant TikTok assez loin devant. Et cette année, vous avez intégré une nouveauté au baromètre, c'est l'usage de l'IA. Comment est-ce que vous l'avez intégré? Quelles questions vous avez posées? Oui, alors ça nous semblait évidemment cette année, on va dire tout ce chapitre digital et social media, d'intégrer une question sur l'intelligence artificielle qui transforme quand même évidemment la vie des Français. Et intéressant pour nous de savoir si elle avait, cette intelligence artificielle, déjà un rôle à jouer dans l'accès à l'information et dans le processus décisionnel pour le choix d'un vin, puisqu'on peut se projeter dans beaucoup de situations avec un smartphone où on peut du coup, plutôt que justement interroger une source directe, son entourage ou un professionnel, un sommelier, un caviste, aller interroger directement l'IA. Et donc la question précisément qu'on leur a posée, c'est: avez-vous déjà utilisé un assistant IA type Gemini, ChatGPT, le chat, Claude, Perplexity, etc., en rapport avec les vins, champagne, spiritueux et bières? Voilà, c'est une question assez générale. Et en fait, ce qu'on relève, c'est que on a 30% du coup des Français interrogés qui déclarent avoir déjà du coup utilisé l'IA. Donc c'est un peu plus élevé en fait que ce qu'on imaginait. Enfin, je pense que c'est peut-être en rapport à la diffusion très rapide en termes d'usage de ces outils et de l'IA, mais ça a déjà du coup un impact assez significatif puisqu'on a 30% d'utilisateurs. Et quand on retraite du coup les 70% qui n'ont pas encore utilisé, il y en a 20% qui nous disent non, je n'ai pas encore eu l'occasion ou je n'y ai jamais pensé. Donc là, on voit une marge de progression qui est probablement assez rapide. Et 50% qui disent non, je n'utilise pas du tout ces outils-là. Donc pour le moment, qui sont pas du coup versés dans l'IA, mais qui pourraient se convertir. Donc voilà, ça interroge évidemment dans les usages la place que peuvent jouer ces assistants et l'IA globalement dans l'accès à l'information. Et est-ce qu'on peut faire un découpage en termes de tranche d'âge? Oui, naturellement, on examine du coup les différents comportements selon les tranches d'âge. Donc 30% en moyenne, on monte à 58% chez les 18-25 ans et 41% chez les 26-35 ans, qui déclarent donc avoir déjà consulté une IA dans ce cadre. C'est beaucoup plus faible du coup pour les générations qui suivent, mais on voit qu'il y a une part importante du coup de plus jeunes à utiliser ces outils d'IA. Et est-ce que vous savez quelles sont les questions qui ont été posées pour s'informer? Alors les questions, plus exactement les motifs en fait, les scénarios on va dire d'usage. Si je reste du coup sur nos plus jeunes, qui sont du coup plus utilisateurs, le scénario d'usage privilégié par les 18-25 ans, c'est à 21%, donc utiliser l'IA pour se renseigner en général.
Quand je dis en général, c'est pour du coup découvrir une appellation, pour avoir des conseils de dégustation. Donc c'est finalement le type de recherche qu'on pourrait utiliser dans des moteurs de recherche plus classiques, une information générale. Ensuite, à 18%, c'est pour avoir spécifiquement une recommandation d'accords mets et boissons. Donc intéressant, on retrouve en fait le lien du coup à la consommation food et en fait de se poser les bonnes questions pour s'assurer que ça s'accorde le mieux possible. Et à 16%, du coup sur cette classe d'âge des 18-25 ans, pour évaluer la qualité d'un produit. Donc pour avoir du coup un peu plus en profondeur finalement de la recommandation sur l'opinion qu'on peut se faire de la qualité intrinsèque du produit. Chez les 26-35 ans, le scénario d'usage, il est un tout petit peu différent. Ça, c'est intéressant. C'est pas des pourcentages qui varient très largement, mais c'est un peu des signaux faibles, je trouve, qui sont intéressants à analyser. À 16% pour eux, l'usage de l'IA, c'est pour s'informer sur un domaine, une marque ou un vigneron en particulier. Donc là, c'est pas l'information générique, c'est plus, tiens, je considère potentiellement l'achat, la consommation de tel vin, de telle marque, de tel domaine, de tel vigneron. Dis-moi ce qu'il faut que j'en pense. Est-ce que tu peux me conforter dans mon choix ou pas? Et ensuite, à 15%, on retrouve pour se renseigner de manière un peu plus générale. Donc ça, c'est les usages, on va dire, des plus jeunes. Et si on revient du coup sur notre population générale, hein, les 30%, du coup, quelles que soient les classes d'âge, le premier motif, c'est pour se renseigner en général, connaître l'appellation, le conseil de dégustation. Et le deuxième motif, c'est se renseigner sur la qualité. Donc ce sujet, en fait, de l'importance, on va dire, grandissante de l'IA dans l'approche, du coup, du vin et des boissons alcoolisées en général, ça renvoie, du coup, à un sujet du moment, en fait, qui est ce qu'on appelle le GEO ou GEO, le Generative Engine Optimization, qui vient remplacer le SEO, Search Engine Optimization. C'est une réflexion en fait dont doivent s'emparer les marketeurs dans l'univers des boissons alcoolisées. C'est considérant le fait que ce sont ces outils-là qui vont être de plus en plus utilisés pour accéder à l'information et du conseil, comment je fais en sorte, moi, en tant que marque, via le contenu que je déploie sur Internet au sens large, sur mon site Internet en particulier, pour être reconnu, pour être authentifié et pour, en tiers de confiance, remonter du coup dans ces résultats de recherche de façon intéressante. Et ça, c'est un vrai enjeu du moment, en tout cas, ou de l'avenir proche, de revoir un petit peu le logiciel sur ce sujet de la recherche, du search, dans un contexte où l'outil n'est plus Google, mais plutôt ChatGPT. Selon toi, Sylvain, qu'est-ce qu'il faudrait retenir des enseignements de ce baromètre 2026 sur le rapport des Français au digital? Je dirais qu'en fait, le rapport au digital, par-delà ce qu'on vient de se dire sur l'IA, qui a quand même un effet, je dirais, assez transformateur. En fait, on est quand même dans un contexte d'évolution dans la continuité, c'est-à-dire un rapport de plus en plus friendly, de plus en plus quotidien, et on le voit notamment sur un sujet qui est pourtant un sujet qui peut être à risque, l'achat en ligne, que ça devient en fait quelque chose d'assez commun, en fait, de se projeter dans cette logique d'achat en ligne, et que globalement, en fait, l'écosystème digital, c'est, quand on le considère, du coup, quand on est un marketeur, quand on est à piloter sa marque sur le digital, quelque chose qui est de plus en plus à enjeu, d'assurer le fait que la qualité de l'information qu'on dispense, la qualité des relations qu'on peut entretenir en tant que marque sur les réseaux sociaux, dans les programmes qu'on peut mener en influence avec des créateurs de contenu, que tout ça en fait participe bien sûr en fait de développer la notoriété, mais aussi l'image de marque. Et je pense que le GIO, en fait, le contexte d'usage des assistants IA va être de plus en plus pas simplement en fait la notoriété, mais qu'est-ce que concrètement en termes d'image de marque, moi en tant qu'utilisateur, ce que je peux retenir en fait de cette recherche, et en quoi en fait ça m'influence ou pas dans ma décision d'achat. On voit que les influenceurs ont un rôle de prescription, mais on voit que cette prescription, en fait, elle est globalement en termes de
d'usage et des outils en train de se transformer un petit peu. Ainsi, le digital s'est imposé comme un levier réel dans la relation des Français au vin et aux spiritueux, pas seulement comme canal d'achat, mais aussi comme un espace d'influence et de conseil. Le e-commerce progresse, le budget dépensé pour l'achat de bouteilles de vin et spiritueux en ligne augmente, les influenceurs pèsent davantage dans le choix d'achat et de consommation. Et l'irruption de l'intelligence artificielle est peut-être le signal le plus fort de cette édition. Ainsi, pour cette 16e année du baromètre SoWine Dynata, la question n'est plus de savoir si le digital transforme la filière, c'est un fait acquis. Il reste maintenant aux acteurs du monde du vin, de la bière, du champagne et des spiritueux de parvenir à s'emparer pleinement de tous ces différents canaux. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence SoWine.